Merci. Je vous prie de recevoir le président exécutif du Parti des peuples africains, le ministre Sébastien Danon-Djedje. Merci d'être avec nous, de venir éclairer la lanterne des populations sur les différents points à l'agenda que nous avons convenus. Commençons déjà par le bilan à mi-parcours de l'opération Kokoko. Et pourquoi justement l'avoir intitulé Kokoko, avec toute la symbolique que cela représente en pays à Caen? Merci beaucoup. Mon plaisir. Oui, l'opération Kokoko, c'est d'abord dans nos traditions, un étranger qui arrive chez quelqu'un et qui, avant de rentrer dans la maison, il frappe à la porte. On ouvre la porte, il entre, on le reçoit, on le fait asseoir, on lui demande les nouvelles et on discute éventuellement. Voilà un peu la symbolique. Maintenant, l'opération Kokoko, dans le cadre politique du président Laurent Gbagbo, le président Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire depuis 2021, 17 juin plus exactement. C'est cela. Et il n'a pas eu l'occasion d'aller individuellement saluer ses parents. Quelquefois, il se retrouve dans certaines villes, certains villages, mais ce n'est pas partout. Donc, compte tenu de l'environnement politique aujourd'hui, il a décidé d'aller vers les populations ivoiriennes, en commençant par la population abidjanaise. Et la symbolique est tellement profonde qu'il a décidé d'aller d'abord saluer ses parents d'Adjamé pour une visite de compassion. Parce que vous savez très bien que Adjamé a subi beaucoup de contre-coups du développement d'Abidjan, village rasé. Donc il est allé saluer ses parents d'Adjamé. Et c'est arrivé là-bas, après les salutations, après la compassion, il a demandé aux populations d'Adjamé, aux chefs traditionnels ébriés, il leur a demandé la permission d'aller dans leur village, dans leur circonscription, dans leur localité. Parce que c'est d'abord le territoire des ébriés. Il a demandé cette permission que les chefs ébriés ont accepté. Et c'est à partir de là qu'il allait vers la population d'Abidjan. Alors, de façon symbolique, comme il ne peut pas rentrer dans chaque maison, on a choisi, on a divisé le district d'Abidjan en plusieurs zones. Donc, il est parti de la zone sud, des premiers temps, il est parti de la zone Lagune, il est parti de la zone 2-3 ans, c'est-à-dire Bobo et autres, et la zone Banco. Il a donc commencé par la zone sud. La zone sud, c'est Koumassi, Port-Boué, Marcory, Trècheville. C'est là-bas qu'il est parti. Donc à Trècheville, on y était. Et le président a eu un accueil enthousiaste, un accueil chaleureux de la part des populations d'Abidjan Sud. Il allait leur dire, je suis arrivé, je venu vous saluer. Mais comme j'étais un homme politique, avant qu'on le mette là où on m'a mis, je suis revenu. Moi encore, je reprends la lutte où je l'avais laissée. Parce que l'impression que j'ai, c'est que la lutte n'est jamais terminée. Donc tant que je suis en vie, je vais continuer à servir mon pays. Et donc aller dire aux populations d'Abidjan Sud, à Marcory, ça, c'est ce qu'il allait leur dire. Donc il est venu se présenter aux populations, pour leur dire que voilà, je suis Laurent Gbagbo, je suis venu vous saluer. J'ai un projet pour la Côte d'Ivoire et je suis venu vous présenter ce projet-là. C'était ça donc, Kokoko, Abidjan. Alors à Marcory, ça s'est très bien passé. Sauf qu'on était dans un réduit, c'est-à-dire les autorités gouvernementales nous ont refusé les stades qu'on avait demandé, Champrou et autres, ils ont refusé. Donc on s'est contenté d'un espace qu'on a trouvé à Marcory. C'était à Marcory résidentiel. Et là, le président a présenté ses excuses aux populations de Marcory résidentiel, parce que ce n'était pas là qu'on avait fait le meeting, c'était dans un stade, disons, bien à cet effet. Donc il a demandé, il a présenté ses excuses, et les populations ont bien compris. Ils ont bien compris, ils nous ont accueillis, on a fait un grand show là-bas. De Marcory, nous sommes allés à Angré. Cette fois-ci, on a eu le stade d'Angré. Parce que ça ne rentre pas dans le cadre de l'ONS, donc on nous l'a donné, le stade d'Angré. C'est là-bas qu'on a fait le meeting d'Abidjan Lagune. Et là-bas aussi, ça a été un accueil enthousiaste, une grande fête. Donc à Abidjan, le Kokoko ne s'est pas très bien, ça s'est bien passé à Abidjan. La mobilisation monte crescendo. Et plus on avance, plus les populations sortent. Nous allons faire l'apothéose de cette première étape à Dabou. À Dabou, nous allons célébrer la fête de la Renaissance. La fête de la Renaissance. Le 4 et 5 avril. Le 4 et 5 avril, la fête de la Renaissance. Qu'est-ce que c'est? C'est la célébration. C'est inscrit dans nos statuts. On célèbre chaque année la résistance des peuples africains et la libération, l'acquittement total du président Laurent Gbagbo par la CPI. C'est cette fête-là qu'on s'en va célébrer à Dabou.
il sera l'apothéose de la première phase de Kokoko. Ah, très bien. Kokoko Abidjan va aller être Kokoko à l'intérieur, mais en tout cas, ce sera partout. Voilà ce qu'on a prévu. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Marius Comoé, questions ou commentaires? Heureux de vous retrouver sur le plateau, Monsieur le ministre, Danon Djedje. Alors, nous sommes heureux que votre parti ait décidé véritablement de rencontrer les populations ivoiriennes. C'est tout ce que nous avons souhaité de nos voeux pour la vitalité de la démocratie. Cela dit, permettez-moi de mettre le pied dans le plat en vous interrogeant sur justement votre participation à la CEI. Comment se fait votre collaboration avec votre représentant au sein de la CEI, M. Traoré Demba? Monsieur Traoré Demba, c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est qui est notre représentant à la CEI. Alors, l'histoire de Traoré Demba, c'est un peu une histoire compliquée. Hein. On n'était pas à la CEI. Nous, PPACI, on n'était pas à la CEI. Et puis, bon, dans les discussions, le pouvoir a accepté qu'on y mette notre représentant, qui est Demba Traoré. Il est parti à la CEI. Quand il allait à la CEI, c'était pour être un vice-président, comme les autres. C'est-à-dire ceux qui ont attribué la façon des vice-présidents, sauf lui. Un parti comme le nôtre, qui n'a pas de vice-président dans une institution, alors qu'il était venu pour occuper ce poste de vice-président, jusqu'à présent, Demba Traoré n'est pas encore nommé vice-président. Quand on demande, on nous dit non, c'est le président Alassane qui va prendre un décret pour créer un poste de vice-président. Et c'est à ce moment-là que Demba Traoré pourra occuper ce poste. Donc au jour d'aujourd'hui, Demba est simple membre de la CEI, représentant le PPACI. Notre collaboration avec lui, non, il n'y a pas de collaboration particulière. C'est un monsieur, lui c'est une probité que nous avons mis à la disposition de la CEI. Il travaille à la CEI et on considère qu'il travaille là-bas en tant que citoyen. Il ne travaille pas forcément pour le PPACI, il travaille pour la Côte d'Ivoire. C'est ça les missions qu'on lui a données, il se porte comme tel. Donc il n'est pas dans nos instances maintenant. Il est sorti de nos instances, il est maintenant représentant de la nation à la CEI. C'est comme ça que nous voyons la CEI. Très bien. Il ne vous fait aucun feedback en tant que membre initial du PPACI? Le feedback que peut nous faire, c'est informel. Mais il ne vient pas à nos instances pour nous faire le point de ce qui se passe à la CEI. Jamais. Très bien. Cela donc suscite en nous un certain nombre de préoccupations. La CEI dit aux populations ivoiriennes et à la communauté internationale que ces instances de décision sont représentées par des représentants des partis politiques. Et vous nous dites, il y est, mais il ne nous rend plus compte depuis qu'il est partie prenante de l'instance de décision. Oui. Ça cause un véritable problème parce que finalement, votre voix n'est pas entendue. Vos préoccupations ne sont pas entendues. Nos préoccupations, c'est-à-dire les préoccupations de la Côte d'Ivoire sont attendues à travers Demba Traoré. Malheureusement, il n'est pas là où les décisions se prennent. Il est simple membre. Les décisions se prennent dans un bureau qu'on appelle le bureau central, qui est composé de 8 membres. Dans ce bureau central, Demba n'y est pas. D'accord. Donc, il ne fait pas réellement le travail pour lequel on l'avait désigné. C'est déjà bien monté. C'est déjà bien monté. Daouda, question ou commentaire? Comme nous sommes au niveau de la CEI, je vais rester au niveau de la CEI. Généralement, selon certains observateurs, l'opposition a tendance à crier toujours scandale à chaque révision de la liste électorale. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une excuse pour masquer l'incapacité à mobiliser les électeurs sur le terrain? Non, c'est-à-dire la CEI telle que nous l'avons conçue à l'époque, c'est CEI qui avait été dirigée. Ce n'était pas le CEI à l'époque, hein, c'était la CNE, la COSUR puis la CNE avec un Noroguier. C'est là qu'on a senti qu'il y avait des Ivoiriens qui pouvaient vraiment faire le travail de la nation en toute abnégation. Honoré Guier a bien travaillé du temps où on était à la COSUR, puis à la CNE. J'étais membre. Après, il y a eu le magistrat Odier Camille, qui a dirigé aussi la CEI, ainsi de suite. Et nous, l'idée qu'on s'est fait des membres de la CEI, c'est qu'une fois que tu arrives dans cette institution, tu travailles pour la Côte d'Ivoire. Tu ne travailles plus pour ton parti politique. Évidemment, s'il y a des activités, tu peux prévenir ton parti que oui, bon, telle ou telle activité peut se passer. Mais quand on prend les décisions, ce n'est pas au nom de ton parti que tu prends la décision. Théoriquement, tu dois prendre cette décision au nom de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui est fait pour l'instant. C'est ce qui est fait en ce moment. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc c'est ça, dans le principe, c'était ça. Alors, notre camarade est là-bas et les gens disent oui, les décisions se prennent de façon collégiale à la CEI. Ce n'est pas vrai. Les décisions ne se prennent pas de façon collégiale. En tout cas, si ça se prend de façon collégiale, nous, on n'est pas là où ça se prend de façon collégiale. Parce qu'effectivement, dans les statuts, quand on regarde, les décisions doivent se prendre de façon consensuelle. Mais est-ce que c'est ça que nous observons? Non. Ce n'est pas ce que nous observons. Il y a quelques personnalités de la CEI qui décident au nom des autres.
Ils nous imposent. Je vais donner l'exemple tout simple de la révision de la liste électorale dont nous demandons la programmation de 2025. On nous dit que ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Donc, dans ce n'est pas possible, on a aussi nos oreilles de la Côte d'Ivoire. Ils interrogent les techniciens. Un de leurs techniciens dit, oui, c'est possible. On peut faire la révision de la liste électorale en 2025. On dit ce que tu dis, on ne regarde pas ça. Nous, on dit que ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Et c'est là que vous voyez sur le plateau des gens défiler pour justifier qu'il n'est pas possible d'organiser la RLE en 2025. Nous, on leur dit non. Avant ou après les élections? Avant les élections. Avant les élections. Par exemple, j'insiste. Quand on dit révision de la liste électorale, c'est bien écrit R, révision, L, liste, E, électorale. Alors si tu ne fais pas ça au moment où on va faire les élections, quelle liste tu vas faire alors? Donc la RLE doit être faite pour les élections et en particulier les élections présidentielles qui sont les élections maires en Côte d'Ivoire. Très bien. Monsieur Danon, je vous écoute et quand je vous écoute, ce que j'entends, c'est que M. Pierre Demba n'est pas la vice-présidente, donc on vous impose des décisions. Oui. Pourtant, sur ce plateau, nous avons reçu M. Alain Debout, deuxième vice-président, qui est aussi représentant de l'opposition. Il a plus ou moins dit les mêmes propos que vous avez tenus. Est-ce à dire qu'il n'y a aucune personne, que ce soit le représentant du PDC, le représentant du FPI, il n'y a pas de bonne probité, ils n'ont pas de probité morale, à part si Pierre Demba n'est pas vice-président? C'est pas ça que je veux dire, c'est pas comme ça que j'ai dit, vous avez mal compris. J'ai dit pour moi, ceux qu'on met à la CEI sont des hommes de bonne probité a priori. Voilà, c'est le constat qu'on fait, on les met là-bas pour travailler pour la Côte d'Ivoire. Mais ce qu'on constate par la suite, la pratique, on se rend compte qu'il y a des comportements qui ne vont pas dans ce sens-là. C'est-à-dire les gens, on a l'impression qu'ils travaillent pour eux-mêmes ou alors pour quelqu'un. C'est ça que je veux dire. Très bien. D'accord, très bien noté. Olivier, question. D'accord. Bonsoir, Monsieur le Président. Ma question, la toute première que je vous pose, c'est celle de savoir si vous êtes d'accord avec moi que la politique doit se nourrir de cohérence et de conséquences. Bien sûr. Si tel est le cas, Monsieur le Président, je me pose énormément de questions à la suite de votre intervention. La toute première, vous dites que ceux qui viennent à la CEI, logiquement, doivent être considérés comme des gens qui travaillent pour l'État. Donc pourquoi avoir cautionné le fait que la CEI ait à son sein des représentants de partis politiques? Parce que ça, vous étiez à la table de discussion quand cette décision a été prise de faire de la CEI un conglomérat de partis politiques et d'organisations de société civile. Pourquoi l'avoir fait? Est-ce à dire qu'on ne peut pas trouver d'Ivoiriens en dehors de ces partis politiques-là pour être dans la CEI? Très bien. C'est une très bonne question. Allez-y, monsieur le Président. Cher Abi, ce n'est pas nous qui avons créé ça. Ce sont les partis politiques, mais particulièrement c'est la crise en Côte d'Ivoire qui a créé ça. Vous connaissez bien la crise de 2002? Je me souviens ça pas. nous a conduit. Si. C'est la crise de 2002 qui nous a conduit à ce genre de pratiques. C'est-à-dire les gens qui ont pris les armes pour changer de régime, à un moment donné, ils voulaient se transformer en démocrates. Et pour se transformer en démocrates, il y a des obstacles qu'il faut franchir. Il faut aller aux élections, organiser les élections, tout et tout. Donc ils ont décidé de mettre en place un organe, un arbitre pour les élections. Pour cet arbitre pour les élections... Excusez-moi, quand vous dites ils ont décidé, qui est ils? La rébellion et les partis politiques, vous savez qu'il y a eu Marcoussi. D'accord, ok. Vous savez très bien qu'il y a eu Marcoussi. Les partis politiques dont faisait partie le FPI. Et après Marcoussi, il y a eu tous les autres accords, tous les autres, pour parler sur Accra. On va l'écouter, Élisée. Donc laissez-moi terminer. Donc c'est les partis politiques qui ont décidé que à la CEI, il faut qu'il y ait leurs représentants. Mais nous, on pense, en tant que démocrate, qu'une fois que tu es représentant, c'est vrai que tu es un parti politique, mais travaille plutôt pour la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que nous disons. Donc à l'époque de la crise de 2002, quand la CEI a été mise en place avec les partis politiques, bien entendu, il y a eu des émiettements, il y a eu des MPIGO, MJP, rébellion, vrai, partis politiques pro-rébellion, ainsi de suite. On y a mis 18 personnes. Sur ces 18 personnes-là, 14 étaient de l'opposition et rébellion. Sur ces 14 personnes-là, on a pris des personnalités de l'opposition ou de la rébellion pour être président. C'est comme ça que c'est parti. Et c'est cette pratique-là qui est restée jusqu'à aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous, qu'on peut bien faire confiance aux Ivoiriens pour dire, bon, les partis politiques, on les met de côté, et c'est la société civile. Par exemple, je me le dis, les Ivoiriens qui sont compétents, qui vont diriger la CEI. C'est des études, on est en train de réfléchir à ça. Je suis d'accord avec vous. Il faut qu'il y ait des gens
des Ivoiriens qui travaillent pour la Côte d'Ivoire et non des Ivoiriens qui travaillent de façon partisane. Et je vais continuer parce qu'on est sur la RLE. Sur la RLE, la question que vous allez me poser, mais vous ne l'avez pas posée, donc je me la pose. Allez-y. Comment elle s'est passée? Quel est le résultat? Allez-y, et puis je pense qu'il va enchaîner avec on a tout un bataclan de questions sur la RLE. Allez-y, mais comme vous êtes pressé, allez-y. D'accord. Vous n'êtes pas pressé, c'est Quel pas est le grave. résultat? La CEI nous dit au mois de septembre qu'en octobre, on allait commencer la révision de la liste électorale. Ça allait durer à peu près 3 semaines. Et quand ils avaient prévu que la révision de la liste électorale de 2024 était faite pour enrôler 4 500 000 électeurs nouveaux, que nous appelons les primo-votants. 4 500 000. Donc, c'est sur ces faits-là que nous sommes partis à la révision de la liste électorale. En rentrant dans la révision de la liste électorale, on a été confronté à multiples obstacles. D'abord, les pièces administratives n'étaient pas prêtes, il fallait les avoir. Pour les avoir, il fallait débourser des sommes faramineuses. Donc c'était un coût prohibitif qui faisait que les gens ne pouvaient pas se faire enrôler. Nous sommes montés au créneau. Est-ce que vous êtes en train de nous dire ici que la décision prise par le gouvernement de rendre des pièces administratives gratuites était fausse? Attendez, j'arrive. Ok. Donc, quand nous sommes montés au créneau pour dire que ce n'est pas possible, que dans la pauvreté que nous sommes en Côte d'Ivoire là, aucun paysan ne peut se permettre d'aller faire la carte nationale d'identité à 20, 30 000 francs, faire l'extrait de naissance à 10, 15 000 francs, faire la certificat de nationalité à 3 000 francs, ainsi de suite, pour aller se faire enrôler. Ils ne pourront pas faire ça. Bien au contraire, ils préféreront rester chez eux. Donc c'est pour cela que nous avons plaidé, et Dieu merci, le gouvernement a accepté notre plaidoirie pour baisser les coûts. Ils ont rendu le certificat de nationalité gratuit. Ils ont diminué le coût de l'extrait de naissance à lieu de 12 000. Il suffit maintenant de payer son timbre, 500 francs, et tu as l'extrait. Donc avec l'extrait, tu vas à la justice pour avoir le certificat de nationalité. C'est ça qui s'est passé. Donc ils ont accédé à nos plaidoyers. Ouais. Et ça, c'était une bonne chose. On les remercie pour ça. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dans le même temps, la CEI, où le gouvernement n'a pas prévenu ceux qui délivrent les pièces. C'est-à-dire... Ils n'ont pas prévenu. Ils n'ont pas prévenu. Oui, ils n'ont pas fait la sensibilisation, contrairement à ce qu'ils ont dit. Le maire, le sous-préfet, le préfet, le juge lui-même, on avait l'impression que toutes ces personnes n'étaient pas au courant de ce qui se passait. Quand on va à la sous-préfecture, il n'a pas les formulaires qu'il faut utiliser pour se faire inscrire. 2, il n'a pas de registre pour consigner les noms des personnes. 3, ils n'ont même pas, quelquefois, de timbre. Donc, au vu de tout ça, on est encore monté au créneau pour dire que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, on ne peut pas y arriver. Et on avait tiré sur la sonnette d'alarme pour dire qu'à cette allure-là, on ne pourra jamais avoir une révision électorale parfaite. Ce n'est pas possible. Vous avez fait un point là-dessus, oui. Donc, on est allé, et les gens sont débrouillés, comme ils ont baissé, effectivement, ils sont allés pour avoir les pièces. Tu arrives à la sous-préfecture. C'était à peu près pendant les vacances, au mois de septembre-octobre. Les sous-préfets sont en vacances. Tu vas à la justice, c'était les vacances judiciaires. Donc le procureur, le juge n'est pas là. Tu vas délivrer le certificat de nationalité. On a donc assisté à un goulot d'étranglement. C'est ça qu'on appelait le désert dans les bureaux de vote pour l'enrôlement. Les gens étaient à la sous-préfecture, à la mairie ou à la justice, ils ne pouvaient pas être au lieu d'enrôlement. Donc c'était difficile. Il termine. Et c'est pour cela que, comme ça a traîné et que ça allait encore traîner, nous avons demandé une prorogation de 3 mois, qui était raisonnable à l'époque. Ils ont dit non. Ils ont dit non, on ne fait pas la prorogation. Très bien.